Mes lapins, si vous ne le saviez pas, je suis certes férue d'art du 19e siècle, mais aussi de décoration. Et à la question « Que donnent ces deux données combinées entre elles ?», la réponse est un amour fou pour les intérieurs du 19e siècle, oui, ces intérieurs surchargés de style maximaliste comme on les nomme actuellement. En deux mots, un intérieur maximaliste, c'est un décor caractérisé par l'abondance et la richesse des éléments décoratifs. Ce style privilégie les couleurs hautes en intensité, les motifs audacieux et une multitude d'accessoires et de textures. Il est souvent décrit à juste titre comme une célébration de l'excès où plus c'est mieux, soit more is more, et qui est donc le principe directeur de cette ambiance. Aujourd'hui, pour illustrer ce propos, je vous emmène visiter la Leighton House, ce petit bijou fin du 19e siècle, mi-victorien, mi-oriental, que j'ai eu le plaisir de visiter cette année à Londres. La Leighton House est doublement ce que l'on appelle une maison-musée, dans le sens où non seulement c'est une vraie maison transformée en musée, mais aussi dans le sens où cette maison a été constituée comme une véritable œuvre d'art par son créateur, le grand artiste victorien Frederick Leighton. Le projet a démarré en 1860 et a été enrichi continuellement jusqu'un petit peu avant la mort de son créateur, et de ce fait, cette maison elle a absorbé une grande partie de son temps, de son argent et de ses efforts, et surtout, elle est devenue au fil du temps un véritable palais d'art privé. Mais voyons ensemble sa construction et puis ces superbes images pour illustrer tout ce sujet. Donc Lord Leighton, il acquiert le terrain de sa maison en 1864 et il commence aussitôt à planifier sa construction qu'il confie à George Hutchinson, je suis désolée si je le prononce très mal, donc personne qu'il avait rencontré à Rome au début des années 1850. On voit d'ailleurs avec la façade de la maison une très forte influence romaine. La première phase de construction démarre donc en 1865 et à l'époque, on peut noter qu'extérieurement, la maison est étonnamment simple en fait, avec peu d'ornements ou d'embellissements. La façade sud qui est tournée vers la rue présente l'aspect d'un palais italien, évidemment en briques, donc c'est un petit peu perturbant, et la façade nord quant à elle donne sur un jardin et est dominée par la grande fenêtre de l'atelier d'artiste du premier étage. À l'intérieur, la maison est relativement modeste pour l'époque, composée simplement d'une salle à manger, d'un salon, d'une salle de petit déjeuner et d'un hall d'escalier au rez-de-chaussée. À l'étage, il n'y a que 2 pièces, le grand atelier de peinture de Leighton et sa chambre étonnamment modeste. Mais 3 ans après l'achèvement de la maison, soit en 1867, Leighton entreprend la première d'une série d'agrandissements et de modifications, notamment pour agrandir l'atelier du premier étage, le mur est alors démoli et la maison agrandie d'environ 5 mètres. En 1877, une nouvelle phase démarre, phase que l'on appellera extension de la salle dite arabe. C'est grâce aux nombreux voyages en Orient que Lord Leighton réalisera, mais aussi grâce à la collecte de très beaux objets par d'autres personnes que notre Lord, que celui-ci pourra se lancer dans la création de cette somptueuse pièce en 1877. Un groupe d'artistes contemporains, issus du mouvement Art and Craft, lien sur ce sujet dans ma bio si vous voulez découvrir rapidement ce mouvement, un groupe d'artistes contemporains Art and Craft sera mis à contribution pour réaliser ce projet, notamment le potier William de Morgan, l'artiste Walter Crane et le sculpteur Edgar Baum, ou encore l'artiste et illustrateur Randolph Caldecott, bref, que du beau monde qui faisait des choses magnifiques si vous voulez mon avis. Cette salle sera donc un mix de beauté collectée en Orient, on l'espère sainement, because bonjour à l'époque le colonialisme pas jojo, et la question actuelle d'ailleurs de la restitution d'une partie des œuvres d'art acquis de droit, sujet épineux en art et en culture, bref, je reviens à mes moutons. Donc cette salle arabe, donc c'est une vraie merveille, et donc c'est le travail de réalisation d'artisans qualifiés et d'artistes anglais, exception faite de la conception de Crane pour la frise en mosaïque d'or, puisque cette frise en fait elle sera réalisée à Venise et expédiée par la suite en Angleterre. Donc, comme quoi quand on est lord et qu'on a de l'argent, on ne se refuse rien. Donc cette maison, vous l'avez compris, c'est un véritable projet de vie pour Lord Leighton, et donc évidemment il ne va pas s'arrêter là, que nenni. Donc en 1889, voici venu l'ajout d'un grand studio d'hiver à l'extrémité est de son studio principal. Vitré sur 2 côtés et doté d'une verrière, l'atelier d'hiver était soutenu par des paires d'importantes colonnes en fonte.
Le tout pour contrer en fait les brouillards hivernaux et le temps de merde londonien, désolé de le dire comme ça, qui ne convient absolument pas aux artistes comme Layton, et c'est un sujet en fait qui préoccupait beaucoup les artistes comme lui et les peintres, puisque l'année de peinture à l'époque, elle était en fait axée sur la soumission des œuvres à la Royal Academy fin mars ou début avril, ce qui faisait qu'en fait les peintres se retrouvaient à peindre notamment à une période de l'année où malheureusement l'ensoleillement n'était pas présent. Donc Lord Layton, il a les moyens, il a la thune, il se fait plaisir et donc il se fait ajouter du coup ce petit studio d'hiver qui est absolument merveilleux pour peindre et du coup résoudre en partie ce problème. Dernier ajout notable à la maison, qui n'a été achevé que quelques mois malheureusement avant la mort du propriétaire, c'est la salle dite de la soie. Donc c'est une salle qui est construite au premier étage de la maison sur ce qui servait apparemment au départ de toit-terrasse. Donc la pièce a été ajoutée et elle a été conçue comme une galerie de photos pour abriter la collection croissante de peintures réalisée par les contemporains de Layton, parce que Layton aussi collectionnait donc les œuvres d'art de ses confrères. Donc les murs ici, ils sont tapissés de soie verte et les artistes représentés comprenaient pas mal de plusieurs grands peintres de l'époque en fait. Vous avez du Albert Moore, vous avez du John Everett Millais, vous avez du George Frederick Watts, vous avez du John Singer Sargent, ça c'est quand même merveilleux, et vous avez du Laurence Alma d'Atema. Donc clairement le mec s'est bien fait plaisir. Et c'est une salle qui est vraiment absolument magnifique, avec ce vert qui fait ressortir vraiment extrêmement bien. Enfin, c'est un choix de couleur particulier, mais qui marche très bien en fait pour faire ressortir les œuvres d'art qui avaient été collectionnées à l'époque. Alors, à la mort de Layton en 1896, sa collection, elle est vendue chez Christie's et elle est dispersée, et donc la maison est cependant conservée jusqu'en 1900, où elle est finalement ouverte en tant que musée et dirigée par un comité lui-même dirigé par la voisine et biographe de Layton, qui est Emily Barrington. Alors, je vous avoue que moi, personnellement, je tuerais pour avoir vu cette maison avant la dispersion des biens, mais bon, voilà, c'est de l'ordre du rêve et du fantasme, ça n'arrivera pas. En tout cas, c'est vraiment une maison d'exception. Je vous recommande vraiment d'aller la visiter si vous avez l'occasion d'aller à Londres. C'est un petit bijou. Dans tous les cas, mes lapins, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver bientôt pour parler ce coup-ci de Lord Layton lui-même en fait, parce que c'était un artiste qui valait absolument le coup d'œil et qui vaut d'ailleurs toujours le coup d'œil, je vois pas pourquoi je parle au passé. Notamment, on va se retrouver avec sa superbe œuvre qui s'appelle Juin flamboyant, qui est une pure merveille, que pas beaucoup de gens connaissent finalement en France, ce qui est assez étonnant, mais on découvre ça ensemble très bientôt dans un prochain épisode. À très vite mes lapins. Je rajoute pour finir comme d'habitude, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui partagent et qui me font venir de nouveaux abonnés ou simplement de nouveaux spectateurs. Merci à ceux qui viennent papoter avec moi, c'est très très chouette de pouvoir échanger avec vous et je vous dis à très bientôt pour la suite.